donc commencer la séance et j'appelle pour la première communication. Je cherche l'auteur, il est. Ah, Aude Merdignac, pardon. Excusez-moi, qui vient nous présenter le travail de cancérologie qu'elle a fait dans le cadre de la Fondation de l'Avenir et pour lequel elle a obtenu le premier prix du parcours de ce dit cancérologie. Elle va donc, je lui donne la parole pour une douzaine de minutes. Merci, mademoiselle. Merci. Mesdames et messieurs les membres de l'Académie, je vous remercie de me donner l'opportunité de présenter mes travaux de Master 2 que j'ai effectués l'année dernière et qui ont porté sur un travail de recherche fondamentale ayant permis d'identifier et de caractériser un nouvel ARN non codant de longue taille régulé par le TGF-bêta dans le cholangiocarcinome intrahépatique. Le cholangiocarcinome intrahépatique est la deuxième tumeur hépatique primitive après le carcinome hépatocellulaire. Il représente 15% des tumeurs hépatiques primitives. Son incidence est en augmentation dans les pays occidentaux. La chirurgie en est le seul traitement potentiellement curatif. Malheureusement, seuls 30 à 40% des patients pourront être opérés. Mais même après une chirurgie d'exérèse, le taux de récidive est très important, car supérieur à 50% à 1 an. Et malheureusement, les chimiothérapies actuelles ne permettent pas d'augmenter de façon très significative la survie, car la cancérogénèse du cholangiocarcinome intrahépatique est mal connue. C'est pour cela que l'unité INSERM 991 dans laquelle j'ai travaillé s'est intéressée à essayer de trouver de nouvelles voies de cancérogénèse impliquées dans le développement du cholangiocarcinome intrahépatique. Et ils ont permis de montrer dans des travaux de 2013 qu'une surexpression de TGF-bêta dans le stroma tumoral était corrélée au pronostic du cholangiocarcinome intrahépatique. La voie TGF-bêta est une des voies de signalisation majeures de l'organisme, impliquée dans de multiples fonctionnements de l'homéostasie cellulaire, l'immunité et la cancérogénèse. Mais dans le cas de la cancérogénèse, il existe une dualité des effets du TGF-bêta selon le contexte cellulaire qui pourra avoir soit un effet pro-oncogénique ou suppresseur de tumeur. Et le mécanisme qui fait passer la voie TGF-bêta de cet effet pro-oncogénique à suppresseur de tumeur n'est pas connu. Donc nous avons voulu chercher à expliquer le fonctionnement de la voie TGF-bêta dans le cholangiocarcinome intrahépatique en l'abordant d'une façon originale, en étudiant les ARN non codants de longue taille potentiellement impliqués dans ce phénomène. Nous sommes intéressés à ces ARN non codants car seulement en fait 2% du génome est codant, code pour une protéine, et la majorité en fait du génome n'est pas codante. Et parmi cette partie non codante, il existe les micro-ARN et également les ARN non codants, donc de longue taille par définition, qui sont supérieurs à 100 à 200 nucléotides. Et il a été montré dans les dernières années qu'ils sont impliqués dans de multiples mécanismes cellulaires et voies de signalisation, et ils sont notamment dérégulés dans le cancer. Des travaux récents ont montré l'année dernière, dans le carcinome hépatocellulaire, qu'il existait notamment un ARN non codant de longue taille, LINK-RNA-ATB, qui était médiateur des effets prométastatiques du TGF-bêta. Et nous avons donc émis l'hypothèse que les ARN non codants de longue taille pouvaient également être médiateurs de la voie TGF-bêta dans le cholangiocarcinome intrahépatique. Pour cela, nous avons réalisé des travaux in vitro sur des lignées cellulaires de cholangiocarcinome intrahépatique, deux lignées, la lignée HUCCT1 qui a un phénotype épithélial et la lignée HUH28 qui a un phénotype mésenchymateux. Ces deux lignées ont été stimulées avec la cytokine TGF-bêta et nous avons ensuite réalisé une analyse transcriptomique qui a permis d'identifier les gènes dérégulés par le TGF-bêta à l'aide d'une technique de micro-arrêt. Et parmi ces gènes, nous avons particulièrement étudié les ARN non codants de longue taille. Après avoir choisi un gène d'intérêt, nous avons cherché à moduler sa fonction par un gain de fonction par transfection de plasmide ou une perte de fonction par transfection de siRNA.
Après cette modulation de la fonction de ce gène, nous avons réalisé une étude fonctionnelle permettant de localiser le transcrit, des tests fonctionnels de prolifération, de migration, et également une analyse supervisée et non supervisée d'expression de gènes. Donc tout d'abord, nous avons effectué, comme je disais, le profil d'expression génique de ces lignées cellulaires. Donc après stimulation de nos lignées cellulaires par le TGF-bêta, nous avons réalisé donc, le profil d'expression génique dans ces 2 lignées cellulaires. Et parmi les gènes qui étaient dérégulés en présence de TGF-bêta, nous avons retrouvé plus de 300 gènes, dont certains gènes cibles de la voie TGF-bêta, déjà bien connus, comme SNAIL1, qui est un gène impliqué dans la transition épithélomésenchymateuse, ou SMAD7, qui est un rétrocontrôle négatif de la voie. Et parmi tous ces gènes, nous avons pu identifier un ARN non codant de longue taille, inconnu jusqu'à présent, que nous avons intitulé TGF-bêta-induced long intergenic non-coding RNA. Pour valider cette induction de ce gène par le TGF-bêta, nous avons procédé en 3 étapes. Tout d'abord, à l'état basal, nous avons comparé nos 2 lignées cellulaires et nous avons remarqué qu'à l'état basal, la lignée HUH28, qui est plutôt de phénotype mésenchymateux, présente une activation endogène de la voie TGF-bêta par rapport à la lignée HUCCT1 dans laquelle la voie n'est pas activée. Et cette activation endogène de la voie TGF-bêta dans la lignée HUH28 est corrélée à un très haut niveau d'expression basale de T-link1. Ensuite, nous avons utilisé ce haut niveau basal d'expression de T-link1 pour voir si on pouvait diminuer ce niveau en utilisant un inhibiteur du récepteur 1 du TGF-bêta. Et effectivement, nous avons constaté que dans la lignée HUH28, quand on utilise cet inhibiteur de la voie TGF-bêta, T-link1 diminue. Nous avons validé l'effet de cet inhibiteur, donc l'inactivation de la voie, avec le gène SMAD7, qui était, comme je vous disais tout à l'heure, un des gènes cibles de la voie TGF-bêta. Et enfin, nous avons cherché à retrouver cette induction de T-link1 dans d'autres lignées cellulaires hépatiques, et ça a été le cas dans des lignées de cellules étoilées LX2, également dans des lignées de cholangiocarcinome hépatocellulaire, la lignée EPA-RG. Ensuite, pour mieux connaître ce gène, nous avons cherché à le localiser par hybridation in situ dans la lignée cellulaire HUCCT1 à l'aide de ribosondes, c'est-à-dire de sondes ARN qui vont se fixer par complémentarité. Donc à l'état basal dans la lignée HUCCT1, on voit que en l'absence de TGF-bêta, il n'y a pas d'expression de T-link1. Alors qu'en présence de TGF-bêta, on constate que la sonde antisens va se marquer à la fois dans le cytoplasme et le noyau, ce qui pourrait suggérer un rôle de T-link à la fois dans la transcription par sa localisation nucléaire et dans la traduction des protéines par sa localisation cytoplasmique. Donc ceci étaient des résultats in vitro. Pour nous rapprocher de la clinique, nous sommes passés in vivo sur des coupes de cholangiocarcinome intrahépatique humain. Et après une microdissection laser sur des coupes congelées, nous avons séparé le stroma des cholangiocytes et nous avons mesuré l'expression de T-link1. Et il existe une surexpression de T-link1 dans le stroma tumoral, également dans les cholangiocytes tumoraux, par rapport au tissu péritumoral normal. Cette donnée est confirmée par hybridation in situ sur des tissus micro-arrêts, où l'on voit ici que notre même sonde ARN va majoritairement se fixer dans le tissu tumoral par rapport au tissu non tumoral. Enfin, nous avons réalisé un profil d'expression génique après modulation de T-link1, c'est-à-dire après gain et perte de fonction, dans nos deux lignées cellulaires. Donc après gain de fonction dans la lignée HUCCT1, qui exprime peu T-link1 à l'état basal, et perte de fonction dans la lignée HUH28, qui exprimait fortement T-link1 à l'état basal.
Nous avons comparé les deux profils d'expression génique et avons trouvé 21 gènes communs qui ont une régulation opposée dans ces deux lignées cellulaires. Et en regardant dans la littérature, nous avons trouvé un lien entre deux de ces gènes, l'IL8, l'interleukine 8, et NIT1, qui est un autre ARN non codant de longue taille. En effet, il a été publié l'année dernière une relation entre ces deux gènes dans la réaction à l'infection virale. Il n'existe pas à l'état basal d'expression d'IL8 en raison de la présence d'une petite protéine fixée sur sa région promotrice, la protéine SFPQ. Tout ça se situe à l'intérieur du noyau. En condition d'infection virale, il existe une activation de NIT1, un autre ARN non codant de longue taille, qui va se coupler à la protéine SFPQ et donc lever l'inhibition de l'expression de l'IL8, qui va alors être surexprimée. Et ce couple NIT1 et protéine SFPQ va être localisé à un endroit très particulier du noyau, dans des corps nucléaires spéciaux qu'on appelle les paraspeckles. Donc, vu les résultats que nous avions obtenus sur nos profils d'expression génique, nous avons cherché à voir si T-Link1 pouvait avoir une localisation également particulière. Et c'est ce que nous avons regardé en plus gros grossissement au niveau du noyau. La localisation de T-Link1 se fait dans des zones très particulières qui pourraient être ces paraspeckles. Nous avons donc émis l'hypothèse que le T-Link1 induit par le TGF-bêta pourrait être un régulateur de NIT1 et d'IL8 dans la réponse immunitaire. Donc en conclusion, ces travaux ont permis d'identifier T-Link1 comme un nouvel ARN non codant de longue taille régulé par le TGF-bêta dans le cholangiocarcinome intrahépatique, mais également dans d'autres types cellulaires hépatiques. Il est surexprimé dans les cholangiocarcinomes intrahépatiques humains. Sa localisation est à la fois cytoplasmique et nucléaire, potentiellement dans des corps nucléaires particuliers que sont les paraspeckles. Nos résultats ont permis de montrer qu'il régule l'expression de NIT1 et de l'IL8 et qu'il pourrait être un régulateur positif de NIT1 pour médier l'expression d'IL8 donc dans la réponse immunitaire dans le cholangiocarcinome intrahépatique. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont participé à ces travaux dans l'unité INSERM 991 et puis également les personnes du service de chirurgie hépatobiliaire et digestive du CHU de Rennes, le professeur Boudjema et le docteur Sulpice, ainsi que tous les financeurs qui ont permis de la réalisation de ce projet. Merci. Pour amorcer la discussion, je vais demander à Laurent Sulpice de Rennes de faire quelques commentaires et de poser éventuellement des questions. Merci messieurs et mesdames les académiciens de nous avoir invités. Je voulais féliciter Aude d'avoir accepté ce travail qu'on lui avait proposé, qui est très loin de la chirurgie, qui est notre métier de tous les jours, puisque Aude est chef de clinique dans le service, qu'elle a réalisé brillamment au cours d'1 an, qui lui a permis d'avoir ce premier prix de cancérologie. Ça s'intègre dans un travail d'équipe qui travaille sur les tumeurs hépatiques et pancréatiques, non pas sur la cellule en elle-même, mais sur le micro-environnement tumoral, puisqu'on sait l'importance du micro-environnement tumoral en cancérogénèse. Et même si on est loin de la chirurgie, on rentre dans la médecine personnalisée, puisque avec ce T-Link1, on a probablement un excellent biomarqueur, probablement pronostic, dans le cholangiocarcinome, et ça ouvre la voie à des thérapeutiques ciblées, type les anticorps anti-TGF, qui pourront être donnés ou non, suivant le niveau à l'intérieur du cholangiocarcinome du T-Link, puisqu'il est plus facile de mesurer le T-Link que le TGF-bêta, et donc d'adapter une thérapeutique ciblée comme les anticorps anti-TGF-bêta qui sont à l'heure actuelle utilisés en essai de phase 2 dans le CHC, et qu'on pourrait éventuellement utiliser dans le cholangiocarcinome intrahépatique, où on sait qu'il y a peu de thérapeutiques en dehors de la chirurgie. Voilà ce que j'avais à... Bien, quelqu'un souhaite-t-il poser une question? Je te pars. J'avais une double question. La première question, c'est est-ce que la mesure du T-Link peut avoir un intérêt dans le dépistage des récidives ou dans l'évolution de la maladie, d'une part.
Et d'autre part, est-ce que ça peut influencer de façon significative le traitement chirurgical en valeur de pronostic, j'entends bien, hein, en indication chirurgicale ou pas? Alors, je vais laisser Aude répondre à une partie de la question. Oui. Pour ce qui est de détecter d'évaluer le pronostic, pour l'instant, là, ce qu'on a fait se situe au niveau de la tumeur. Ça pourra être utile si on arrive à obtenir un niveau d'expression de TLINQ1 dans le sang, ce qui serait quand même plus facile en pratique. C'est-à-dire ce serait un biomarqueur non invasif, en fait, sur simplement une prise de sang. On n'a pas encore cette donnée-là, mais on pense pouvoir le détecter dans le sang parce qu'on a des données qui nous montrent que dans notre milieu de culture, on arrive à détecter cet ARN non codant, donc potentiellement un passage sanguin et donc une détection dans le sang. Donc, dans ces cas-là, il pourrait être un indicateur soit pronostic, si on arrive à le corréler sur notre cohorte de patients, savoir si c'est un marqueur de récidive plus précoce, et à ce moment-là indiquer une chimiothérapie néoadjuvante, enfin une thérapie ciblée néoadjuvante, ou sinon un marqueur de récidive si on voit une réascension du taux sanguin de TLINQ1. Et pour le moment, juste en complément, on n'a pas corrélé encore le niveau d'expression de TLINQ1 dans le cholangiocarcinome humain à la gravité de la maladie par rapport à la positivité des ganglions, etc. Puisqu'on travaille a posteriori, c'est-à-dire qu'on utilise de la tumeur fraîche congelée, donc de patients qui ont déjà été réséqués, pour lesquels on a déjà les facteurs pronostiques histologiques, ganglions positifs, invasion périneurale, invasion vasculaire. Et donc là, l'étape suivante, ce que Aude est en train de faire pendant son doctorat d'université, c'est de corréler le niveau de TLINQ à ces marqueurs pronostiques classiques, entre guillemets, qu'on a a posteriori. Et concernant le geste chirurgical, je ne pense pas que ça aurait une influence sur le geste chirurgical qui se décide sur des critères classiques de résécabilité. Autre question? Bien, mademoiselle, le peu de questions témoignent de la qualité de votre présentation et de votre travail, qui certes est très scientifique et peu chirurgical aujourd'hui, mais qui sait ce que vos conclusions permettront dans une dizaine ou une quinzaine d'années. Merci beaucoup. Merci beaucoup.